Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre en endroit où aller. Ce soir, c'est une soirée spéciale avec notre partenaire lecteur.com qui est le site de la Fondation Orange. Et nous recevons la lauréate 2022 du prix Orange du livre. Bonsoir Laurine Roux. Bonsoir, Comment allez-vous? merveilleusement bien. Je suis très très contente d'être avec vous ce soir. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était en mai dernier. Vous faisiez partie des 5 finalistes. Là maintenant, ça y est, vous êtes lauréate. Est-ce que vous êtes heureuse? Plus détendue. Alors, Non, je non, vais très très heureuse. montrer votre livre. C'est L'autre moitié du monde qui était sorti aux éditions du Sonneur. Le voilà avec le bandeau prix Orange du livre 2022. Je vais rappeler toutes les étapes que vous avez, parce que le prix Orange du livre depuis 2009 récompense un livre écrit en français, édité par un éditeur français dans la période du 1er janvier au 31 mars de l'année en cours. Donc, vous, ça a été votre cas pour L'autre moitié du monde. Il est présidé par Jean-Christophe Ruffin, qui est accompagné d'auteurs, de lecteurs et de libraires qui sont renouvelés chaque année. Ils établissent une première sélection de 20 romans, donc vous avez été dans les 20 romans, puis ils ont fait une shortlist des 5 finalistes, puisqu'on nous avait reçus pour ça en mai, et ces 5 finalistes sont soumis au vote du public sur le site lecteur.com. Donc vous avez suivi toutes ces étapes-là, et en plus, maintenant, quand vous êtes lauréate, vous allez passer de l'autre côté de la barrière puisque le lauréat devient membre du jury. Alors, qu'est-ce que ça fait de passer de l'autre côté maintenant après avoir fait toutes ces étapes? Alors, c'est passionnant. D'ailleurs, je me suis attaquée tout de suite. J'ai reçu un carton avec une trentaine de livres. Alors, c'était Noël après Noël. Et non, c'est vraiment intéressant parce que je crois que c'est la première fois de ma vie que j'ai affaire à une rentrée littéraire comme ça d'hiver que je me prends de plein fouet. Et non, non, c'est intéressant parce que j'ai jamais pris la température comme ça de ce qui sort de manière actuelle. Bon, j'ai des lectures beaucoup plus éclectiques et qui sont pas celles comme un journaliste ou un chroniqueur. Donc c'est intéressant. Puis pour un auteur de voir un petit peu comme ça des livres vers lesquels on serait jamais allé. Et est-ce qu'on a une pression particulière quand on devient... Alors, vous avez été lauréate, donc déjà, vous avez... Et maintenant, vous êtes jury. Est-ce qu'on a une pression supplémentaire quand on devient jury parce qu'on va, entre guillemets, juger ou choisir des collègues ou des consoeurs? Est-ce que ça a une pression supplémentaire ou pas du tout? Alors, pas tout à fait, mais dans la mesure où, comme ce sont des décisions collégiales, j'ai pas l'impression que moi, je vais avoir un arbitrage particulièrement prégnant là-dessus. Je crois il va y avoir des discussions, des débats. Enfin, moi, je vais défendre âprement les coups de cœur que j'ai pu avoir. Et j'en ai déjà eu deux. Et, et non, non, je me prends au jeu, je vais défendre bec et ongles, puis si on veut faire passer un livre que j'ai pas trouvé formidable, je vais peut-être avoir la dent dure. Non, non, je trouve ça très marrant en fait. Au contraire, je suis impatiente c'est la première fois que ça m'arrive. Bon, ben voilà. Et alors, la dernière fois, vous avez posé en mai qu'est-ce que ça ferait d'avoir le prix Orange. Vous, tous, vous étiez restés très prudents. Maintenant, vous êtes la lauréate. Qu'est-ce que ça fait d'avoir le prix Orange du livre 2022? Est-ce que Alors, ça change quelque j'étais chose ou pas? Ah bah, oui, oui, c'est une vraie reconnaissance, c'est un beau prix parce que c'est un prix de lecteur, c'est un prix de libraire, c'est un prix de camarades écrivains aussi, donc c'est un jury large. Et non, non, j'étais très, très heureuse. Et puis, alors, petite parenthèse, hein, c'est vraiment une anecdote un peu ridicule, mais la semaine où il y a eu la promulgation du lauréat, ma voiture s'est cassée. Ah, Et j'étais très embêtée parce que je me disais, mon Dieu, mais comment on va faire pour s'en sortir? Et ça a donné un sacré coup de pouce. Voilà. Donc, de temps en temps, les choses sont un peu alignées. C'est pas mal. alors moi, j'ai envie de dire que vous êtes un peu habitué des prix parce que depuis votre premier roman jusqu'à L'autre moitié du monde, qui était votre troisième, parce que vous venez d'en sortir un quatrième, vous avez reçu des prix. Donc, alors, est-ce que d'avoir eu le prix Orange, ça vous a mis la pression pour celui qui est sorti en octobre, là, vous l'aviez déjà terminé ou pas? J'avais terminé depuis longtemps l'écriture du premier jet. Ensuite, on l'a retravaillé. Mais en revanche, non, je me refuse, mais catégoriquement, à avoir une quelconque pression autour des prix. Je les accueille avec une joie presque juvénile quand ils sont là.
En revanche, vraiment, j'essaye de cultiver un détachement sain par rapport à cette question-là. Je ne voudrais à aucun prix rentrer dans une course au prix, ni dans des ressentiments, des amertumes, un jeu de mondanité qui polluerait, qui parasiterait vraiment le lien intime entre le texte et moi. Enfin, ce qui se passe, le cœur de, de, de ce qui me plaît quand j'écris, c'est l'écriture. Ça peut paraître un petit peu un pléonasme, mais ensuite, tout le reste, c'est des à côté, c'est des bonus. Je ne boude absolument pas mon plaisir en revanche quand ça arrive, mais je ne vais pas aller chercher ou ambitionner, enfin, surtout pas. Je m'en préserve de manière farouche. Allez, maintenant on va plonger dans l'autre moitié du monde donc, qui a été lauréat. Est-ce qu'en 1 minute, vous pouvez me pitcher votre livre? Et pas plus d'1 minute. Allez, allez, vendu. Regardez-vous aller, hein, parce qu'il faut absolument le lire, c'est vraiment fabuleux et sublime. C'est une épopée, c'est une fresque historique qui se passe dans les années pré-1936 dans le delta de l'Èbre. Et c'est l'histoire d'une famille avec une jeune fille qui s'appelle Toya, qui va grandir accompagnée de son père, Juan, qui est paysan au service d'une marquise et de son fils, des êtres particulièrement peu recommandables et cruels, et enfin des salopards. Et sa mère, elle, est cuisinière au château qui domine le delta de l'Èbre, et ils vivent dans un état de servage quasiment au service de cette famille qui s'appelle les Ibanez. Et un jour, il va se passer un événement de trop dans leur manière de ployer sous le joug de cette famille. Et la révolte qui grondait va rejoindre cette révolte collective de l'Espagne de 1936, le bref été de l'anarchie. Et à ce moment-là, le destin de Toya, qu'on va suivre de longues années par la suite, va se tresser, son histoire, sa petite histoire avec un petit H, va se tresser à l'histoire avec un grand H de l'Espagne, et de l'Espagne de Franco. Et voilà. Et non, j'en dis pas plus. Non, 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 je trouve que c'est bien, c'est parfait. Quel rapport vous avez avec l'Espagne pour avoir choisi, en plus vous avez choisi une période, alors qu'on connaît aussi, mais là, 1930 jusqu'à 1975, donc 2 époques. Quel rapport spécifique avez-vous avec l'Espagne pour avoir choisi ce sujet-là? Alors, l'histoire a pris un drôle de chemin pour arriver en Espagne. Il y a eu deux routes qui se sont croisées. La première, c'est une route assez rigolote. Je regardais une émission de cuisine avec Gérard Depardieu qui s'appelle À pleines dents, qui là, en l'occurrence, c'était en Catalogne. Et à un moment donné, Gérard Depardieu, hein, comme vous le connaissez, glouton, ogresque, rabelaisien, il, il était dans le delta de l'Èbre chez un producteur de haricots blancs. Et, et la caméra capte dans cette émission quelque chose de l'ordre des odeurs, des saveurs, de la matière. Enfin, ça exsude, les pixels exsudent des parfums de cuisine. Donc, il y a déjà moi, tous mes sens sont en éveil quand je regarde. J'aime beaucoup cette émission pour ça. Et, et dans le delta de l'Èbre, Gérard Depardieu paraissait gigantesque, géant, turbulent, et en contraste total avec le ras de ces rizières, avec les grands aplats de couleurs assez pastels. Et lui, il avait une nervosité, une sorte de jouissance permanente par la bouche, par la voix, partout. Enfin, et ça a créé une tension géographique. Moi, j'ai coutume de dire que pour écrire, il faut que j'ai des libidos géographiques. Et là, clairement, ça a créé un désir pour ce lieu qui me semblait suffisamment riche pour pouvoir accueillir une histoire, en tout cas créer un hors-champ à cette histoire et une profondeur narrative. Et ce chemin-là est venu télescoper une histoire plus intime, qui est l'histoire de mon arrière-grand-père. Alors, je vous passe les détails, mais il était français, franc-maçon anarchiste, et par le truchement du désir de faire advenir le grand soir en Europe qui abattrait le capitalisme, il a, avec des amis à lui, des filières secrètes
nourrit l'idée en 1936 d'aider la révolte ouvrière et paysanne en activant ces filières-là et libertaires et francs-maçonnes. Et bon, on connaît tous le retournement de situation avec Franco. Et ensuite, il a contribué, on ne sait pas trop comment, à exfiltrer des militants de la CNT et de la FAI quand ça a senti le roussi. Et il a été résistant dans le mouvement combat à Marseille par la suite. Et tout ça a fait que ce personnage-là, dans la famille, a été une colonne vertébrale politique. Comme il avait brûlé toutes ses archives suite aux perquisitions chez lui à Marseille de la Gestapo, il est arrivé par l'oralité dans notre famille, ce qu'on nous racontait de lui, par ma grand-mère, ma grand-tante, puis ma tante. Et tout ça le patinait d'une forme d'un personnage de légende. Il est arrivé comme un personnage, vraiment pas comme un membre de la famille. Alors, un géant, lui aussi. Il y avait le géant Gérard Depardieu, puis l'arrière-grand-père qui était aussi un géant politique, un héros, en quelque sorte. Mais comme tout avait été fait dans le plus grand secret, il n'a pas laissé de traces, ce que je trouve très beau, en fait, hein, justement d'œuvrer au bien-être de l'humanité dans l'ombre. Ça, c'est quelque chose de très beau, mais je me le suis dit plus tard, parce que très longtemps, à l'inverse, j'avais comme une sorte pas de mission, on va pas dire ça comme ça, mais il avait été dit à son sujet par Varian Fry, qui est un très grand résistant pendant la Seconde Guerre mondiale, que c'était un unsung hero, un héros qui n'avait pas été chanté. Et ça, c'était pas tombé dans l'oreille d'une sourde. J'avais quand même ça qui s'était déposé comme une sorte d'injonction à en faire quelque chose avec mes mots. Donc, le delta de l'Èbre, l'Espagne a réveillé cette histoire plus personnelle, en tout cas cette strate de mon histoire familiale, et a levé le fantôme de mon arrière-grand-père. Je ne me suis pas dit que j'allais écrire une biographie ou faire un travail historique. Non, il allait habiter le texte de manière bienveillante, sans y être jamais, ou alors je l'ai glissé de manière un peu potache. Un petit fantôme qui est là. Exactement, voilà, c'est ça, qui allait habiter ce lieu, qui allait habiter l'esprit du temps. Et il est un petit peu de partout dans tous les personnages et il est nulle part. Alors, la géographie est très importante dans ce livre. Est-ce qu'on pourrait dire que l'Èbre, le fleuve, est quand même un personnage aussi principal et il donne la direction et donne le tempo puisqu'on descend, même si ça glisse. Est-ce qu'on peut dire ça? Oui, on peut. Oui, on peut dire ça et on peut même aller encore plus loin. Le motif du fleuve, ça a été un motif d'écriture poétique qui m'a aidé, moi, non seulement à structurer le récit, parce que j'avais plusieurs brins d'histoire. Il y a l'histoire de Toya, il y a l'histoire d'un autre personnage, il y a plusieurs figurants en quelque sorte, des personnages qui paraissent secondaires, mais qui sont des affluents comme un fleuve, et tous ces affluents finissent par se tresser, font le flux humain qui fait histoire, hein, avec un grand H, parce que finalement l'histoire n'existe pas en soi. Ce sont les humains, c'est les transpirations de tous, ce sont les désirs des uns, les rêves des autres, les chutes, qui créent ce mouvement de l'humanité et de l'histoire qui avance tel un fleuve. Et je me la figurais vraiment comme un fleuve. Et plus particulièrement, je souhaitais que ma phrase soit travaillée aussi de manière fluviale. Alors ça peut paraître un petit peu étrange, formulé ainsi, mais je voulais que ce soit une phrase généreuse, ample, avec des affluents, ce qui m'a aidé à créer une phrase assez chaotique finalement, avec des petites sections où il y a le narrateur, puis un personnage qui va dire quelque chose, et puis ça va se bousculer avec un proverbe en espagnol, pourquoi pas. Et tout ça me faisait penser, je voulais que cette phrase-là, elle soit collective. Parce que c'est un roman qui parle de combat collectif, qui parle d'hommes qui
qui se Révolte. rassemblent, qui se révoltent et qui se rassemblent pour se révolter et qui font corps, un corps multiple, un corps polymorphe. Donc, je voulais que ma phrase vienne aussi se grossir de toutes ces humanités-là qui s'agglomèrent. Alors, vous l'avez évoqué, il y a des phrases en espagnol. Alors, habilement traduites dans la continuité de la phrase parfois, et parfois non traduites. C'était une volonté de votre part d'intégrer la langue, justement, espagnole dans votre roman? Alors, c'est quelque chose que je pratique volontiers, de suturer quasiment des petits bouts de langue étrangère à mes textes, toujours dans la continuité de la narration. Déjà parce que je trouve qu'il y a une beauté sonore. Même si on ne comprend pas forcément, il y a une musique. Et cette musique-là, euh, j'aime bien dire que la langue et ce qu'on entend dans la langue, et notamment dans les accents, c'est les résidus de terre d'où viennent les gens. Et la langue est porteuse de terre. Et cette langue. Alors là, le regret que j'ai eu, je fais euh, je prends un petit peu la contre-allée, mais j'ai eu un regret, c'est que j'ai glissé du castillan, j'ai pas pu glisser du catalan pour une question Ok, un pour rendre catalan. audible, en fait. Parce que pour un C'est lecteur français, j'ai testé, hein, j'ai essayé et ça fonctionnait pas. Nous, en tant que Français, si on ne parle pas espagnol, on connaît les injures, on connaît certains mots qui sont les mots de tous les jours. Puis il y a il y a cette racine, il y a les racines latines qui viennent nous soutenir la compréhension. Et en catalan, c'est plus complexe. Et je pouvais pas, il fallait il fallait que ça sonne quand même, pour pas que ça arrête la lecture. Voilà, il fallait quand même qu'il y ait une sorte de continuité. On parlait de fleuve, il fallait que la phrase, elle fasse ça. Il fallait pas qu'à un moment donné, il y a un coup d'arrêt. le Donc, castillan est c'est, beaucoup plus agréable que même à entendre quand vous allez en Catalogne. Le catalan, c'est bon, désolé, hein. bon, moi, j'aime beaucoup, mais c'est vrai Oui, que mais c'était c'est la compliqué. nécessité ou alors, ça voulait dire faire un appel en note de bas de page. C'est Et ça. ça, justement, c'était hors de question. Enfin, on en a discuté. Ça a été un vrai sujet de discussion avec mes éditeurs. Et voilà, la décision a été prise de privilégier l'oreille du lecteur et la fluidité du récit. Mais c'est une forme de regret pour moi. Alors, vous avez choisi le delta de l'Èbre avec les rizières. Est-ce que vous auriez, si vous aviez pris, vous l'évoquez dans la deuxième partie qui se passe à Barcelone, la lagune d'El Prado, est-ce que ça aurait été le même livre ou pas? Impossible à dire. Je n'ai pas choisi le delta de l'Èbre. Il m'a Oui, il choisi. vous a choisi, c'est vrai. C'est Je, comme vos personnages, ils viennent vous taper sur l'épaule, c'est pas vous qui les choisissez. Ça, j'ai ils bien compris la insistent. dernière fois. Ils insistent. À un moment donné, je les éprouve, hein. Il faut que les personnages aient une forme d'entêtement pour exister. Et je mets longtemps avant de me mettre à l'écrire. En général, quand j'ai un lieu comme ça qui s'offre à moi et des personnages qui commencent à l'occuper de manière imaginaire, hein, c'est 3 ans avant le moment où je vais me mettre à écrire, hein. Il faut que je leur fais passer l'épreuve du feu du temps, hein. Il faut qu'ils résistent. Et s'ils insistent, s'ils sont pas périmés au bout de tout ce temps, je me dis là, oui, je peux cohabiter avec eux pendant tout le temps de l'écriture. Et là, c'est encore 2, 3 ans, voire plus, hein. Ça m'est arrivé de mettre quasiment 8 ans pour écrire des romans. Alors, avec des interruptions, bien entendu, hein, c'est jamais in extenso. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnages. C'est un roman choral, on peut le dire, hein. Alors, ces invisibles, parce qu'on va les appeler comme ça, puisque c'est une révolte du monde rural. Alors, vous avez un système presque, on va dire, féodal, qui est atroce. Moi, j'aime beaucoup le personnage de la marquise. Comment il vous est apparu, ce personnage de la marquise? Alors, je crois que ce personnage, alors d'abord en premier lieu, c'est le corps de Gérard Depardieu qui a fait émerger, je crois, décidément, mais voilà, je ne le remercierai jamais assez d'avoir fait émerger le désir du delta de l'Èbre et son côté gigantesque et ogresque, appelé déjà le conte. Euh, et ça a fait émerger une colline. Alors, je ne peux pas vous dire ça autrement. Le delta de l'Èbre, il n'y a pas de colline du tout, mais là, je l'ai imaginé une colline avec un château, ce qui est campe quand même déjà un lieu, un lieu assez archétypal, et la patine et le vernis du conte.
Et tout de suite, la marquise s'est imposée à moi. C'est elle qui s'est imposée à moi. Et j'ai pris un plaisir plus que jubilatoire à la faire évoluer dans ses voiles, ses gaz, avec sa morgue et sa dégueulasserie. Enfin, c'était extrêmement plaisant et un plaisir enfantin de se glisser dans la peau de cette garce. Et c'était la première fois que je devais inventer un parler ou des rythmes dégueulasses, justement, à ce point. Et quel bonheur ça a été de la haïr. Et ça a été simple à écrire, ça est venu tout seul, du coup? Ou ça vous avez éprouvé les... C'est peut-être curieusement, la marquise et Carlos ont été les personnages les plus faciles à bâtir, mais parce que ce sont les moins complexes. Ils ont un côté caricatural, pardon. Je ne me suis pas privée de ça. C'est le matamor espagnol, Carlos, c'est le va-t-en-guerre, ignoble. Et la marquise, je savais que je pouvais pousser la caricature. Il y a ça aussi dans la littérature espagnole. Il y a ces personnages comme ça, avec tirés à gros traits. Et là, je pouvais vraiment me le permettre. Je me sentais très à l'aise avec ça. Alors que les autres personnages sont plus ambigus, plus complexes. Et la complexité, c'est toujours plus difficile à tisser, à doser, à équilibrer, alors que là, je pouvais me faire plaisir. J'étais dans l'exubérance, j'étais dans comme avec le personnage de José, qui est pareil, qui est un personnage Un jeune très avocat, facile. pour remettre dans le contexte, un jeune Oui, avocat qui est José, arrivé tout à fait. à Qui est un révolter. personnage, un gouailleur anarchiste qui vient pour aider les paysans dans leur révolte contre la marquise, appelée par son ami qui est l'instituteur. Et ce personnage-là, pareil, il est arrivé avec beaucoup de plaisir pour moi dans la narration. Je me suis vous allez dire que je parle beaucoup de Gérard Depardieu, mais j'ai mis justement cette trace de Gérard Depardieu dans José, euh, en clin d'œil à l'origine du roman. Alors, j'avais noté la dernière fois quand vous avez interrogé, vous aviez dit que vous écriviez de la fiction parce que c'était une manière de faire parler le corps. Et là, vous l'expliquez très bien par Gérard Depardieu, encore une fois. Et c'est vrai que c'est dingue parce que vous avez un rapport au corps et qui est très intéressant en le parallèle entre l'écriture et le corps. Mais parce que mes personnages, je ne les fais pas évoluer comme une marionnettiste. Ils ne m'appartiennent pas, déjà. Ils m'arrivent, offerts un peu comme des cadeaux, et charge à moi de les suivre et d'être fidèle à ce qu'ils sont. Et de ne pas aller leur faire des choses qu'ils ne pourraient pas faire. J'écoute l'histoire se dérouler à mon oreille. J'essaye de lui coller au plus près, de coller à l'opacité de ces personnages. Et ce qui m'est donné, c'est leur corps. Je ne peux que voir leur corps interagir avec l'environnement. Et ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est comment un personnage va advenir, va prendre chair, va prendre corps avec le corps du lieu, la chair du lieu. Et c'est dans ce jeu souvent de fusion avec le lieu que m'adviennent les héros de mes romans. Et moi, j'ai coutume de dire que je leur tourne autour aux personnages, je les vois évoluer, je les fais, ils sont en mouvement. Mais en revanche, si je commence à savoir exactement ce qui va se passer, j'ai l'impression que je les ai tués, et que je les ai stérilisés. Alors qu'il faut qu'ils gardent une épaisseur de mystère pour que le désir, moi aussi, de les suivre et de les pister reste vivace. Alors, ce serait un peu mentir parce que je sais un petit peu où je vais aller, mais en tout cas, c'est peut-être l'histoire que je me raconte pour que le désir reste vivace. Et je me glisse aussi dans leur corps. Je leur prête volontiers de mes sensations, de mes frissonnements, de mes colères, de mes rêves, et dans ce sens, de mes émotions, tout simplement. Et je vibre avec eux. Et quand j'écris, c'est physique. Je ressors de certains passages d'écriture essoré. Je ressors aussi parfois enthousiaste, porté par ce qui s'est produit. Et il faut que mon corps à moi
résonne, sonne, soit commotionné pour que l'écriture me semble habitée, me semble nécessaire, en tout cas, et pour que j'ai la sensation que je peux donner ça à lire. Sinon, j'ai vraiment souvent, la plupart du temps, le sentiment d'illégitimité qui pèse sur l'écriture. En tout cas, c'est la question permanente. Pourquoi? Pourquoi infliger ça aux autres? Enfin, c'est vraiment, en majorité du temps, c'est ce sentiment-là qui prédomine. Et donc, l'écriture doit être extrêmement incarnée pour lutter contre ça. Alors, ils ont des caractères forts, vos personnages. Est-ce qu'il y en a un qui s'est révolté et qui vous a amené à l'opposé de là où vous voulez aller? Ouais, Francisco. Francisco, je ne peux pas en dire beaucoup plus sans, sans révéler un point important du récit. Mais Francisco m'a amené à un endroit où je ne pensais pas aller. Il a pris un tour que je ne pensais pas adopter. Et c'est souvent le cas. Ou alors, il y a des personnages qui arrivent en cours de route. Il y a des invités surprises, beaucoup, souvent. Francisco, c'est le cas. Dans le sanctuaire, il y a eu le vieillard. Enfin, sur l'épaule des géants, qui est mon dernier roman, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. On va montrer le sanctuaire aussi qui est disponible en poche. Mais ouais, donc, et ça vous a agacé ou pas? Ou non, vous, alors vous dites c'est comme vous aimez ça, hein, c'est-à-dire qu'ils viennent, ils vous disent non, là tu te trompes, on va aller par là, et pas là. Donc vous acceptez, vous y allez quoi. Ah oui, oui. Moi, c'est justement là où je trouve que c'est plaisant. Ce sont ces petits détours qu'on va faire, ces accidents de parcours qui donnent tout le sel de la. Et non, non, il y a même eu, il y a eu pire, bien pire. Je suis en train de penser. À la toute fin, hein, je jouxtais on va dire les 10 dernières pages de l'écriture du premier jet. Et j'avais en ligne de mire quand même une fin possible et une résolution de l'intrigue possible. Et je rentrais d'un festival, je m'en souviens très bien, je rentrais d'un festival dans les Pyrénées, j'avais 8 heures de route, c'était mon compagnon qui conduisait, et donc j'étais dans cet état un petit peu somnambulique, je sais pas, ça se dit pas du tout, voilà, enfin, somnambule, voilà. En tout cas, avec la route qui est un peu hypnotique, où on lâche prise et où la pensée est suffisamment concentrée pour pouvoir être molle. Enfin, en tout cas, je sais pas, il y a un truc, il y a une tension entre la mollesse de la pensée et la concentration. Et, il m'est apparu une autre fin, beaucoup plus tragique que celle que j'avais prévue. Et je me suis mise à pleurer. Et ça, c'était très, très bon, en fait. C'était de pleurer comme ça, parce que je me disais, je ne peux pas leur faire ça. Je ne peux pas leur faire ça. Je les aime trop, mes personnages, pour leur faire subir ça. Et mon compagnon à côté était complètement ébahi en me disant, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Et ça, c'est quelque chose qui est comme un cadeau du récit, parce que ça voulait dire, j'ai coutume de dire que les personnages n'existent pas, ce sont des êtres de papier, des créatures de cellulose. N'empêche qu'ils étaient capables de me faire pleurer. Ce qui voulait dire qu'ils avaient tellement pris cher, ils étaient tellement là depuis 2 ans à peu près, que non, ils existaient dans un endroit. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, de me dire, mais où vivent les personnages? Où est-ce qu'ils sont après, où est le petit chaperon rouge? Où vit le petit chaperon rouge? Et ça, c'est une question d'Umberto Eco, qui parle de ces personnages qu'on connaît tous. Enfin bon, je m'écarte de. Non, non, c'est très, très, très bien. Alors, donc, c'est un combat pour la liberté, pour une société égalitaire. On laissera aux lecteurs le plaisir de découvrir, mais il y a surtout cette langue, parce qu'il y a de la cruauté quand même dans votre livre, c'est pas tout rose. Et vous avez par moments des phrases, alors j'en ai noté une, c'est le jour beurre à peine l'horizon. Tout d'un coup, ça arrive comme ça, et on se dit, mais mon Dieu. Alors qu'avant, on a lu des trucs atroces, hein, voilà. Vous avez ce don de la poésie. Vous écrivez de la poésie ou pas? Pas du tout. Je suis arrivée à l'écriture par des petits récits, mais surtout par la poésie, avant tout. Et je fais très peu de distinction entre le roman, la prose poétique, le roman, l'épopée, la poésie. Tout ça, c'est une même matière. Ce sont les mots qu'on forge, les phrases qu'on assemble avec ces mots. Et heureux sont les accidents, justement, d'association, ces appariements auxquels on n'aurait pas pensé, l'horizon, le beurre. Et ça, c'est peut-être la partie la plus laborieuse de mon travail.
c'est une fois que le premier jet assez brutal, assez brut, on va dire sauvage et naïf, a été posé sur la page, vient l'ouvrier. L'ouvrier, c'est celui sur l'établi qui va venir polir la phrase, qui va venir chercher la justesse. Et la justesse, elle s'approche, on y approche justement avec les outils qui sont les métaphores, les oxymores, les métonymies, la rythmique, la mélodie, les assonances, les allitérations, enfin, tout ce travail-là qu'on fait de la langue qui est un travail poétique. Et je mets très longtemps parfois à me déplacer de mot en mot pour arriver à ce que l'image ne vienne pas faire émerger une réalité, mais qu'elle vienne se couler comme un moule juste, honnête, et une histoire de probité de l'image. Et ça, c'est vraiment la partie du boulot qui est la plus difficile, parce que ça demande une forme d'abandon et un abandon acéré. Je ne sais pas comment expliquer la chose autrement, mais je peux passer 3 mois à galérer sur une image que je pressens, qui habite mon esprit, mais je n'ai pas les mots encore. Et c'est en faisant des sauts de puce sémantiques que je vais petit à petit arriver à trouver les associations qui me semblent les plus adéquates. Je donne souvent l'exemple d'un coucher de soleil liquide que je voulais absolument décrire. Et pendant de longues semaines, ça ne venait pas. C'était plat, ça me semblait artificiel. Voilà, et un jour, en coupant un œuf au plat dans mon assiette, j'ai vu le jaune couler. Et cette phrase-là, qui peut paraître incongrue, m'a semblé peut-être la plus juste, adaptée pour le soleil décliné en œuf au plat sur la colline. Et là, j'avais ce caractère juteux du soleil, ce caractère organique, matériel, chaud. J'avais pas besoin de parler de la couleur, de l'orange, c'était là avec l'œuf, c'était la matière, le coulant, tout est. Et donc voilà, c'est comme ça que j'avance dans le récit, une fois que le premier jet a été posé. Vous avez une vraie langue, une vraie voix. Tous vos romans sont différents, que ce soit le... Alors, moi, j'ai pas lu votre premier, donc ce sera l'occasion d'aller lire votre premier. Est-ce que ce soit Le Sanctuaire, L'autre moitié du monde, et on va y venir Sur l'épaule des géants, qui est sorti en octobre là, récemment. On n'a pas l'impression de... On retrouve vos formulations, vos constructions, mais vous avez une voix particulière et moi je suis heureuse que ce soir on fasse découvrir aux lecteurs qui ne vous connaissent pas parce que je pense que vous êtes vraiment, faites partie des prochaines voix de la littérature française et moi je suis ravie de ça. Je vous disais ça tout à l'heure, mais c'est vraiment ça. Donc on va faire un petit écart avant que les questions du public. Voilà votre dernier. Alors ça c'est un livre objet et je voudrais faire une petite remarque, on en parlait tout à l'heure. Aux éditions du Sonneur, les livres sont cousus. Vous avez un fil. Ce n'est pas du papier mécanique. Le papier est beau et il y a surtout de très belles gravures. Alors, je vais essayer de vous en montrer une à l'écran d'Hélène Bautista. Je ne sais pas si on prononce comme ça son nom. Tout à fait. Regardez, à l'intérieur, vous avez des magnifiques gravure. Voilà, donc c'est vraiment un véritable objet ce livre. Alors là, vous nous balayez ainsi, vous nous balayez, on part de Pasteur jusqu'au World Trade Center, donc on a un balayage mais énorme. On va parler gastronomie, on va parler sciences, musique. Vous êtes lâchée là, Laurine, vous avez fait quoi? Alors c'est une saga familiale, un feuilleton, un vrai feuilleton, et ça fait du bien parce qu'on en a besoin en ce moment des livres comme ça. Est-ce que là aussi vous pouvez nous le pitcher rapidement? La famille Agulon, comment on prononce? Agulon. C'est Agulon. l'histoire d'une famille qui commence avec les recherches de Pasteur sur les maladies de la vigne aux alentours de 1850. Et on va suivre 7 générations durant cette famille où les femmes portent des noms de fleurs et où les chats philosophes, à qui sait les écouter, les entendre. Et cette famille-là, on va la suivre comme une flibuste, une fière flibuste qui traverse les siècles. Son destin va se tresser là encore aux événements. On va rencontrer Picasso, Diaghilev, Stravinsky, il va y avoir la nuit de cristal. Et jusqu'aux attentats du World Trade Center, avec comme figure centrale une jeune fille qui s'appelle Marguerite, qui est mon héroïne. Et voilà, qu'en dire de plus? Pas grand-chose. Hein. Tous. Il faut le lire. Non,
C'est ça. C'est ça, il faut le lire. Donc, un balayage d'un siècle, monumental, c'est le travail faramineux. Et puis surtout, on rigole. Il y a de tout, hein. Il y a de l'amour, on passe du rire au larmes. Il y a un peu de polar aussi, il y a un peu une enquête sans trop dévoiler. Vous êtes amusé là. Je me suis éclatée, c'est ça le mot, à écrire ce livre, qui était un livre gourmand. C'est la règle du jeu de ce livre, parce que ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que je changeais de voix d'un roman à l'autre, effectivement, dans un sens, je change de voix, mais c'est que le texte me l'impose. Moi, je ne suis que là, je suis au service du texte quand j'écris, et le texte a une règle du jeu. Et là, en l'occurrence, la règle du jeu, c'est que tout était possible. C'était un roman extrêmement ample, extrêmement vaste, joyeux, sautillant, mais qui pouvait aussi accueillir toute la fureur de 150 ans d'histoire avec deux guerres. Donc là, j'avais une sorte de champ d'exploration immense qui m'ouvrait un appétit d'ogre pour l'histoire, pour les personnages, fourmillant, une fresque rocambolesque et qui a été, au fur et à mesure, quand je me suis rendu compte de toute cette ampleur, une grande déclaration d'amour à la littérature, à l'art en général, au courage des femmes euh, et, et aussi à la science et à ce qu'il y a à cette opiniâtreté des humains à avancer, quelle que soit la noirceur des siècles. Et je l'ai écrit avec le plaisir de découvrir à chaque chapitre une nouvelle histoire, parce que je faisais des recherches historiques. Moi, je n'ai pas toute cette somme historique en tête. Donc, j'avançais en enquêtant dans l'histoire, dans les documents. Et à chaque fois, il y avait des surprises, il y avait des accidents de parcours qui s'offraient à moi et qui me permettaient d'avancer comme ça, petit à petit. Il y a une lectrice qui m'a dit un jour que ça s'appelait le passé empiétant quand on fait comme ça en couture. Mais c'est comme ça que ça s'est écrit. C'est vous qui avez voulu les gravures, comment ça s'est passé? Parce que c'est vrai, elles sont. Alors, je vais en remontrer une autre sans abîmer mon livre. Voilà. Je ne sais pas si on la voit bien. C'est vous qui avez. C'est votre volonté. Il y en a 70 gravures quand même. C'est pas moi qui ai eu l'idée, mais alors je remercie Valérie Millet qui a eu cette idée-là, qui est la directrice des éditions du Sonneur. J'ai la chance d'avoir deux éditeurs, Marc Vimin et Valérie Millet, qui travaillent tous les deux ensemble, enfin à des niveaux différents sur le texte, mais en tout cas ils interviennent tous les deux sur le texte. C'est vraiment une chance particulière aussi d'avoir deux voix avec moi. Et c'est elle qui a eu cette idée-là, justement en pensant aux gravures du 19e siècle, des romans qui étaient publiés aussi dans les gazettes, accompagnés d'illustrations. Et je lui en serai éternellement reconnaissante parce que c'est un dialogue entre l'image et le texte qui est assez ludique, parce qu'Hélène Bautista s'en est emparée de manière non figurative. Il y a ce sont des images qui jouent avec le texte. Et enfin, Hélène est quelqu'un de très taquin, joueuse. Et elle a eu un an et demi elle avait un an et demi pour faire ses 70 gravures. Et elle a plongé dans le texte, mais alors avec une sorte de frénésie telle qu'au bout de 3 mois, les 70 gravures étaient faites. Ah ouais, ah oui, oui. Ça a été faramineux ce travail-là qu'elle a fait des gravures. Déjà, dans l'autre moitié du monde, les parties sont en noir aussi. Il y a déjà un peu de graphisme. Ah, il y a un souci typographique aux éditions du Sonneur auquel je suis très attachée. Enfin, le livre est un objet, il y a une attention dans le travail avec les imprimeurs aussi, dans le choix du papier qui est toujours extrêmement précis. Enfin, ce sont La des... couve, là je reviens sur celui-ci, mais la couve est sublime. Alors je sais pas, je vais peut-être la partager à l'écran, on la verra mieux. Hop, ne bougez pas. Voilà, donc la photo est sublime. Voilà. Oui, puis on voit le travail humain à l'œuvre avec ce mouvement latéral des hommes qui couchent le riz. Et c'est une couverture chorale. Il y a plusieurs personnes. Et il y a une femme qu'on voit sourire au milieu. Mais non, c'est une couverture que j'aime beaucoup et puis qui sinue. Les hommes sinuent tel un fleuve. Ouais, ouais,
C'était vraiment métaphoriquement tout collé avec le roman. Je suis très, très heureuse de cette couverture. Celle-là est sublime aussi, hein, voilà, c'est deux beaux objets, vraiment. Celle-là, je l'aime d'amour. Donc là, Catherine, alors on l'a pas dit, mais vous êtes professeur de lettres. Oui. Vous êtes tombé dans l'écriture, j'imagine, très tôt. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à publier? Vous avez envoyé par la poste? Comment ça s'est passé, tout ça? Envoyé par la poste, Marc Villemin, qui est l'éditeur au Sonneur qui m'a choisi en quelque sorte, a reçu le manuscrit par la poste. Mais moi, j'écris depuis très longtemps, en fait. J'écris de manière quasiment consubstantielle. J'ai écrit de manière consubstantielle avec l'apprentissage de la lecture. C'est vraiment, je crois que c'est Marie-Hélène Lafont qui dit que écrire et lire, c'est inspirer et expirer. Et je suis assez d'accord avec cette conception de la littérature. En revanche, j'ai publié tard, j'ai publié à 38 ans. Et mon premier roman, vrai roman écrit, je l'ai écrit à 30 ans, parce que c'est là où j'ai eu l'impression de trouver une voie qui m'appartenait à moi. J'ai étudié les lettres et ça, c'était peut-être même, ça parasitait mon envie d'écrire. J'ai étudié les lettres peut-être par un faux choix. Je voulais écrire, mais j'osais pas m'avouer que j'avais cette ambition-là. Elle me semblait trop démesurée, trop grande à habiter. Et il a fallu l'apprivoiser, accepter d'avoir cette ambition-là. Et j'ai mis du temps. Mais quel beau métier, parce que n'oubliez pas, tous les auteurs disent qu'ils se souviennent de leur professeur de lettres. Je ne sais pas si Frédéric s'en souvient de son professeur de lettres, mais les professeurs de lettres sont toujours des personnages très importants pour les auteurs. Et ils s'en souviennent, ils connaissent leur nom, leur prénom, et il y a des belles rencontres une fois qu'ils ont écrit. Je sais pas Oui, si... Je me souviens de... j'ai revu ma professeure de sixième qui est venue dans une rencontre, dans une signature. Et comme j'étais très malheureuse en sixième, ça a été la seule joie de cette année-là. Et oui, c'est vrai que les professeurs, on garde. Et justement, moi, je vais continuer avec cette histoire de professeur. Qu'est-ce que... donc, j'imagine, vu l'âge que vous avez commencé à publier et vous étiez déjà professeur, qu'est-ce que ça a changé dans votre enseignement, le fait d'écrire et de publier? Alors, ça a changé. J'étais déjà très versée dans un enseignement lié à l'écriture. Je pratiquais déjà beaucoup d'ateliers d'écriture avec mes élèves. Mais là, ce que ça crée encore plus, c'est l'idée que ce que les élèves écrivent, pardon, ne devrait pas être noté. La question de l'évaluation me paraît d'autant plus épineuse que plus j'écris, plus la question de l'évaluation. Alors, donner des astuces, donner des conseils pour reprendre un texte, pour travailler sur ce qu'on appelle les chaînes anaphoriques, les répétitions, des choses comme ça. Oui, je me sens capable de donner des conseils, lui attribuer une note, mais c'est un peu comme un prix à un texte. C'est des choses qui sont tellement subjectives, là, qui sont tellement intimes, les relations entre celui qui lit et celui qui écrit. Donc, ça, c'est venu appuyer là-dessus. Est-ce que vous repérez déjà dans les élèves des élèves qui ont un talent particulier pour écrire? Oui, ouais. Il y a des élèves pour qui ça coule presque de source, qui ont une mélodie de la phrase déjà, qui ont un sens du rythme, une aisance avec les images. Mais tout le monde peut y arriver. L'écriture, c'est un terrain de jeu qui est pour tous. En revanche, c'est vrai que l'idée de publier, elle n'est pas, enfin, elle ne va pas de soi pour, voilà, je sais pas ce qui fait qu'à un moment donné, on a envie de publier. Moi, c'est arrivé ouais, à mes 30 ans, comme une nécessité de partager ce que j'écrivais. Mais je me pose Alors, encore la question. alors, vous avez quoi? Vous avez pris ce que vous veniez d'écrire, le premier roman, vous l'avez mis sous enveloppe et vous l'avez envoyé par la poste. Et là, le sonneur a dit oui Non, ou non, pas ah non, celui-là. ah non, 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 c'est, si, si, c'est le sonneur qui a dit oui, mais c'est 8 ans après.
C'est ça. Il s'est écoulé 8 ans entre le moment où j'ai commencé à envoyer mon texte à des maisons d'édition. J'ai eu des retours assez positifs, personnalisés. Mais j'étais très naïve. J'avais commencé à envoyer à tous les plus grandes maisons d'édition. Et puis, je descendais dans ce qui me semblait être la hiérarchie des maisons d'édition. Et j'avais des réponses positives, mais on me disait toujours c'est trop littéraire, c'est trop poétique, on ne sait pas où caser ça, qu'en faire. Euh, et je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Enfin, pourquoi une maison d'édition, qu'est-ce qu'elle attendait, sinon qu'un texte soit littéraire. Donc, je ne comprenais pas trop. Et c'est ensuite que ce texte-là est devenu une immense sensation de calme. J'ai laissé reposer un peu au bout d'un an d'essai. Je me suis dit, bon, je vais faire autre chose. Et c'est là que j'ai commencé l'écriture de Sur l'épaule des géants, qui a été publié qu'en octobre dernier. Vous voyez, mes textes mettent du temps à trouver leur chemin de publication. Et 8 ans après avoir écrit ce premier roman, j'avais un peu de temps devant moi, j'avais écrit des nouvelles qui avaient eu l'heure de plaire, et je voulais plus écrire des nouvelles, la poésie, ça me fatiguait un petit peu, et j'avais un peu de temps devant moi parce que j'étais enceinte et que j'allais accoucher, on avait le congé maternité, là. Et j'ai repris ce premier roman que j'avais écrit 8 ans auparavant, parce qu'il était encore vif comme les braises dans un feu au petit matin, là, qui rougeoie encore sous la cendre. Et il me faisait cette impression-là que mon désir n'avait pas été complètement épuisé par rapport à ce texte. Et je l'ai repris et là, j'ai vu toutes les juvénilités qu'il y avait dedans. Et je l'ai écrit pour Marc Villemin, qui est devenu mon éditeur, parce que je lisais son blog et j'aimais particulièrement ce qu'il disait des textes, son exigence au sujet de la langue et justement de textes littéraires. Et il n'avait pas peur des textes littéraires. Je le voyais bien dans ce qu'il racontait de la littérature et dans sa manière de parler de la phrase. Et bon, ben, je crois que cette fois-ci, j'ai eu du flair, puisque dès qu'il a lu le texte, il m'a contacté pour me dire qu'il voulait le publier. Et que, On voilà. ne le dira jamais assez à ceux qui veulent publier. Le choix d'un éditeur, c'est fondamental. C'est un rapport conjugal, si j'ose le mot. C'est une conjugalité littéraire, mais c'est un rapport fondamental. Et d'ailleurs, L'épaule des géants, on est en quelle année quand vous commencez ce livre? Là aussi, c'est marrant, j'étais enceinte de ma première fille 2010-2011. D'accord. Parce qu'il y a Muriel qui dit dans L'épaule des géants, le féminin est à l'honneur, me semble-t-il. Oui, mais alors dans tous mes romans, force m'est de constater que mon féminisme infuse très largement mes textes. Et oui, j'ai essentiellement des héroïnes. Ça me plaît bien parce que moi, quand j'étais petite, je connaissais surtout les héros. Je lisais des histoires de héros et l'héroïne, c'était réservé à la drogue. Ça me plaît bien qu'aujourd'hui, il y ait des héroïnes de plus en plus, ou alors c'était Emma Bovary, voilà, Super j'aime beaucoup. heureuse, comme on le sait. Voilà. Et c'est vrai que je me glisse volontiers dans le corps des femmes aussi. Mais dans l'autre moitié du monde, il y a des portraits d'hommes lumineux. Il y a Juan, il y a Horatio, qui sont des personnages que j'aime profondément et qui sont des hommes tendres, des hommes beaux. J'imagine que si vous avez lu Le cœur cousu de Carole Martinez, vous vous êtes arrêté à cette phrase incroyable où elle dit à un moment tout ce qui n'a pas encore été écrit est féminin. Et cette espèce de choc de sororité. J'avais oublié cette phrase-là, mais elle me revient maintenant. Je vais m'en servir, merci. Voilà. Et d'ailleurs, ce mythe féminin, parce qu'on écrit avec ce qui vient, et vous le prouvez en parlant de tout ce qui vous traverse et de cette vibration du corps, ces mythes féminins, parfois, sont aussi dans les films. Je vais jongler sur une actualité, mais qui est plutôt blockbuster. Je ne sais pas si vous souvenez, dans le premier Avatar, le méchant, qui est donc l'armée américaine, ce qui est assez rare, est tué par une flèche d'une femme. Il n'est pas tué par le héros. Non, je m'en souviens pas bien, mais ça fait partie des mythes féminins que l'on traite, nous aussi, dans les livres.
Oui, il y a ce mythe aussi de l'Amazone Oui. qui est un mythe qui est très vif dans notre imaginaire. Euh, oui, oui, la question du corps féminin et de l'écriture, je crois, ne sera jamais épuisée pour moi. Je Mm. tournerai toujours autour de ça et bien heureusement, justement, qu'elle ne sera pas épuisée. Cette opacité, le roman me permet de sonder cette opacité-là, de m'y coller au plus près sans jamais la tarir. On me demande d'où vient le choix du titre du dernier roman. Sur l'épaule des géants ou l'autre moitié du monde? Je pense sur l'épaule des géants parce que Alors, c'est oui. quelqu'un qui me dit que tout en lisant, on a envie de boire du bon vin et de faire des repas gargantuesques. Alors, Oui, alors c'est sur l'épaule des gens. Alors sur l'épaule des gens, c'est un titre qui est un emprunt, qui est un emprunt à une phrase de Bernard de Chartres du XIIe siècle et qui a été une phrase qui disait en substance, c'était en latin, mais que nous n'étions que des nains sur l'épaule de géants. Et c'est une phrase qui a été reprise par de nombreux philosophes, dont Pascal, et puis ensuite par des scientifiques, et Newton dans sa correspondance avec Robert Hooke, et qui dit si j'ai vu plus haut, c'est en grimpant sur l'épaule des géants. Et voilà, j'aime beaucoup l'idée que nous fassions tissu, texte, et ça vient de tissu, de tisser, et que nous soyons un tissu de mots et un tissu de phrases qui existent et que nous écrivions aussi avec toute une bibliothèque derrière une encyclopédie de savoir humain. Et c'était un hommage à ça, à cette histoire palimpseste, au fait que nous sommes aussi constitués de voix qui nous ont élevés et que petit à petit, voilà, on peut voir un petit peu plus loin en faisant confiance à ceux qui nous ont précédés. Alberto Manguel est perché sur votre épaule. C'est exactement ce qu'il disait. Alors, il y a une autre question aussi qui est passionnante, évidemment, surtout quand on sait que vos personnages vous chuchotent à l'oreille. Quels sont les lieux les plus propices à la création d'un personnage? C'est une question de Claude. Les lieux les plus propices. Dans l'invention ou dans le... Probablement dans la façon dont ils viennent. Est-ce qu'il y a un lieu? Alors, il n'y a pas de lieu particulier, hormis un lieu fertile, je dirais. Et c'est vraiment ce que j'entends quand je dis libido géographique. Il faut qu'il y ait que moi, j'ai un désir pour une atmosphère, pour soit de l'humidité ou du froid ou de la joie. Ça peut être de la joie. Par exemple, les personnages Sur l'épaule des gens, c'était les iris des Cévennes, par exemple. Ils sont venus de mon souvenir d'iris dans les Cévennes au printemps, qui annonçait plutôt le printemps que dans les Hautes-Alpes, d'où je viens, et qui était sur une terre ocre. Et voilà, ça a appelé des personnages. Euh, la végétation appelle les personnages. La nourriture aussi. Je voyais qu'il y avait une question sur le vin. Tout ce qui est tout ce qui est organique, la matière en fait. Il y a des matières qui appellent les personnages et qui vont les façonner. Oui, la question sur le vin, c'est entre autres tes mots à propos du vin. T'es-tu entouré de vignerons pour acquérir ce vocabulaire? Alors, je fréquente volontiers les caves et mon père a beaucoup lu autour de la vinification, de la fermentation. Il est médecin et il a toujours eu une lecture très scientifique du monde. Et donc, ma tante aussi m'a initiée très tôt au plaisir du palais et du vin. Et En fait, elle ne s'entoure pas de vignerons, elle boit, si vous voulez qu'on fasse une traduction. mais je bois en lisant le vin. C'est vraiment un apprentissage qui m'a été fait, de lire le vin. Et j'adore, c'est une phrase alors, j'aime autant le travail des vignerons qui est une écriture de la terre.
avec le vin. C'est une écriture de la terre et qui vient du terroir, qui est consubstantiel avec les lieux. Et c'est un biotope dont il faut étudier les saveurs. Et il y a exactement la même chose chez les parfumeurs. Moi, ma vocation ratée, c'est nez. Je voulais être nez. C'est comme ça aussi, en sentant les vins, que j'affinais ce plaisir-là que j'ai de sentir les choses et de décortiquer les odeurs. Et Jean-Claude Héléna, qui est né chez Hermès, disait que le parfumeur était écrivain d'odeurs. Et souvent, moi, quand je veux parler du métier ou du geste d'écrire, je trouve davantage de matière à approcher, moi, ma pratique en lisant des textes techniques de vignerons ou de parfumeurs qu'en lisant des théories, de la théorie littéraire. Et ce geste artisanal lié à la terre, aux plantes, aux fruits, me parle beaucoup. Et la cuisine aussi, pareil. La couture, ces gestes-là m'aident à approcher au plus près du geste d'écrire. Donc j'ai une grande estime pour ces métiers-là. D'artisanat aussi. Oui, mais ce sont des écrivains. Ce sont des écrivains de la matière. Aussi. Je fais pas il n'y a pas de hiérarchie là. Oui, bien sûr. Aucune. Je crois que vous avez un attachement particulier à Blaise Cendrars. Oui. Est-ce que vous voyagez? Est-ce que le voyage, le corps en route, a une importance? J'ai beaucoup voyagé jusqu'à mes 30 ans, pour moins voyager que pour des raisons écologiques. Oui, j'ai énormément voyagé dans mon enfance. Mes parents m'ont fait beaucoup voyager, mais surtout, ils m'ont fait marcher et naviguer. Rapport aux éléments très forts, très tôt, très longtemps, et que j'ai continué à avoir. J'aime toujours arpenter. Alors, arpenter de manière plus modeste, mais la montagne que j'habite, mon jardin, et plus j'avance en âge, plus je me rends compte que les explorations peuvent être minuscules et qu'on peut arpenter son jardin en découvrant 1000 choses à la minute, si on prête attention, et que vraiment le regard, c'est la question du regard, et le regard peut être sur ce qu'on voit tous les jours. Enfin, j'ai rien inventé, hein. La Pérec avait ce regard-là sur le quotidien. Et ça, c'est quelque chose, c'est un voyage. L'écriture et le regard qui permet l'écriture devient un voyage quotidien. Pour peu qu'on fasse cet effort-là. Enfin, c'est un effort, en revanche. C'est pas quelque chose qui est naturel. Ça implique de vraiment ouvrir les yeux, regarder, mais ça offre quotidiennement des grâces. En tout cas, ce n'est pas un effort de vous lire. C'est un voyage, clairement. Oui, c'est un plaisir, et on sent dans cette lecture que vous êtes traversé, et on est traversé à notre tour, ce qui est extrêmement plaisant. C'est se sentir, vous savez, c'est un peu comme quelqu'un qui vous fait la cuisine, et c'est brillant, et c'est formidable, il y a des belles phrases, etc. Mais on n'est pas touché complètement. Et là, il y a une poésie, il y a quelque chose qui est vraiment organique, et qui est de l'ordre aussi de cette montagne, du minéral. Quand on vous lit, on ressent ça, tout ce que vous avez mis dans les mots, de très vibratoire. Voilà, j'ai fini. Merci. Non, mais je peux peut-être dire une dernière chose à ce sujet, c'est que la littérature, pour moi, elle sert vraiment à ça. C'est qu'elle vient se nicher dans ce qui habituellement est silence, et les choses les plus précieuses, ce qui nous fait trembler, ce qui nous fait nous soulever. La plupart du temps, on le dit pas, c'est dans le secret. Et la littérature, elle a cette vertu-là de permettre d'habiter le silence, et de livrer quelque chose de profondément intime qu'on ne dit jamais dans la vie de tous les jours. Et ça, je l'ai chargé très tôt de cette fonction-là. Enfin, c'est très mauvais, ce mot de fonction. C'est pas grave. On va terminer là, c'est une pitoyable. fonction, c'est une fonction.